Le Parti Les Démocrates affirme son attachement inébranlable aux valeurs d'état de droit, de démocratie et de respect des droits humains consacrées par l'historique Conférence nationale de février 1990. En droite ligne de ces valeurs, le parti est attaché au principe de dévolution du pouvoir politique par l'organisation d'élections inclusives, transparentes et crédibles. Il est recommandé aux forces armées béninoises de se déconnecter de la vie politique en vue de respecter scrupuleusement l'engagement qu'elles ont pris à la conférence nationale de rentrer dans les casernes et de s'en tenir à leur mission régalienne de défense de l'intégrité du territoire national. À l'analyse, il apparaît que le respect de cet engagement est soutenu par l'animation de la vie politique et l'organisation à bonne date d'élections inclusives, transparentes et crédibles, pratiquées scrupuleusement par les régimes politiques successifs jusqu'en 2016 dans un climat politique apaisé. Hélas, notre pays, sous le président Patrice Talon, n'a connu aucune élection véritablement démocratique. Le comble est qu'il dote le pays d'un code électoral de vengeance, chrysogène et complètement exclusif. Le Parti Les Démocrates, de sa naissance à ce jour, n'a manqué de fustiger l'opacité pratiquée par le président Patrice Talon sur le plan politique, économique et même sur le plan social. Sur le plan social, nos compatriotes peinent à prendre convenablement 2 repas quotidiens. La cherté de la vie dont le gouvernement n'arrive pas à baisser la courbe reste une marque significative de l'échec de ce régime à faire face aux défis sociaux. Le Parti Les Démocrates dénonce le flou artistique et la confusion qui entoure la gestion de ce dossier. Le Parti Les Démocrates rappelle sa demande d'un dialogue politique inclusif avant l'organisation des élections générales de 2026. Car cette énième affaire, dénoncée par le gouvernement et ses soutiens, révèle la crise politique profonde dans laquelle se trouve notre pays depuis l'avènement de ce régime. Ainsi, le parti invite le régime du président Patrice Talon à 1. Renouer avec les valeurs démocratiques et de l'état de droit, éviter les coups d'État institutionnels, terreau des coups d'État militaires. Ensuite, recourir au dialogue politique national inclusif pour régler les questions des détenus politiques, exilés politiques et procéder courageusement au réexamen du code électoral dans un esprit consensuel. Enfin, le parti invite les Béninois à ne pas se laisser distraire par un gouvernement en déclin et à continuer à faire les pressions nécessaires pour créer les conditions d'élections générales transparentes, inclusives et paisibles en 2026. L'adoption d'un code électoral inclusif et transparent constitue le bouclier en vue de la paix durable qui lèverait toute incertitude qui menace aujourd'hui la stabilité de nos institutions. Dieu bénisse le Bénin et protège notre patrie commune. On ne saurait apprécier avec précision ce qui s'est passé. Nous laissons toute la possibilité à la Cour de clarifier les faits et de donner sa sentence en son temps. Mais présentement, par rapport aux déclarations des avocats de part et d'autre, paraît-il que Olivier est en train d'être indirectement écarté de cette affaire, puisque l'avocat dit que le commandant déclare que Olivier ne s'est jamais rapproché de lui. Donc toute la base aujourd'hui se repose sur la tête de Oswald. Il revient aussi à Oswald
avec son équipe juridique, de s'armer pour se défendre en son temps. Parce que la sentence dans de pareilles situations, nous l'avons déjà vécu au Bénin. Pour des gens qui ont été soupçonnés ou bien soupçonnés de terrorisme, ils ont eu 15 ans, 20 ans. C'est pas facile. Le chef d'État sur certaines questions ou bien la criette sur certaines questions ne badine pas. La sentence serait ferme. Donc l'idéal, c'est que le droit soit dit, que la vérité soit éclairée en son temps. À chaud comme ça, je me veux encore d'attendre un peu pour voir est-ce que il y a des points d'ombre, parce que c'est comme si on ne se retrouve pas encore dans la réalité. C'est comme si ça s'est passé comme ça vraiment, ou ça ne s'est pas passé vraiment. Mille et une interrogations taraudent dans mon esprit. Je me dis comment tout cela se tramait, si c'était possible, et que ça soit en moins d'une semaine présenté et que les choses aient évolué si rapidement. Bon, moi, je ne veux pas douter de la justice, et encore moins des compétences des uns et des autres, ou l'implication des uns et des autres dans cette affaire. Je veux me patienter un peu quand même, pour voir encore, étant sous mandat de dépôt, c'est sûr qu'il y aura comparution et il y aura un procès. Donc, le procès va durer combien de temps? Quelles seront les preuves apportées de part et d'autre pour se faire disculper, ou finalement les preuves qui vont confondre les uns et les autres? Je pense que ce n'est que le début quand même d'une activité judiciaire et une entreprise judiciaire, je vais dire. Donc je demande surtout au peuple béninois de garder patience pour voir la fin de cette affaire. C'est vrai, c'est des amis d'hier. Et la politique, pour être écartée ou bien pour se retrouver autrement divisée, c'est rapide. C'est des questions d'intérêt. Quelle que soit ta proximité avec un chef d'État, qu'il ne constate jamais que tu aspires aussi à son poste. Le jour qu'il constate ça effraie déjà, ça met une barrière dans la sincérité d'amitié que vous avez. Ça, c'est clair. Moi, personnellement, de ma position, je ne saurais accuser qui que ce soit dans cette affaire. Que ce soit le chef d'État, que ce soit les Olivier et Bocor, on ne va pas accuser quelqu'un. On laisse le temps à la justice de faire son travail et en son temps, on pourra apprécier. Bon, je n'ai pas encore pris une position particulière. Je vis la situation, l'information comme tout le monde, le commun des Béninois. Et j'attends voir un peu d'ici une semaine, 2 semaines, 1 mois. Parce que c'est sûr que de jour en jour, des pièces du puzzle seront en train de s'ajouter et cela permettrait aux uns et aux autres de se faire quand même une bonne opinion. Une opinion sur le coup, ça laisserait fausser peut-être des pistes. C'est ce que je pense. Après 2016, nous avons doublé, triplé les infrastructures de stockage en termes de capacité. Mieux, nous avions une centaine d'aires de séchage. Aujourd'hui, on a pu construire plus de 490 aires de séchage en milieu paysan pour permettre d'avoir des produits de bonne qualité et pour aller sur le marché. Ce qui reste à faire, c'est que nous rêvons que les magasins soient les plateformes de commercialisation et que les coopératives animent le marché autour du magasin. Quand une culture apparaît, on peut stocker là, inviter les acteurs à venir acheter et puis on vide. Quand ce produit passe, une autre saison, c'est l'autre produit qui va. Concrètement, lorsque le soja sort, le groupement collecte son soja dans son magasin, invite les acteurs à venir acheter et là, vous posez votre camion, vous chargez 40 tonnes, 50 tonnes, 40 tonnes, 50 tonnes. C'est de la sécurité même pour ceux qui font la collecte. Quand le cajou va apparaître, vous récoltez, on met en place un dispositif de calibrage, vous avez différents KOE et vous dites ce KOE là, je le vends à 400 francs.
Celui-ci, je le vends à 450. L'autre, je suis prêt à prendre à 350. Et ainsi de suite. Et ça apporte de la plus-value aux gens. Mais c'est cette formation-là, cette initiation à l'esprit collectif et vente groupée-là qui reste à développer pour sécuriser un peu nos productions. Vous prenez des dispositions afin d'alimenter pour y maintenant les structures de transformation de nos produits agricoles. D'accord. Monsieur le ministre, un peu de mots, avant qu'on ne vienne parler du PIB, un peu de mots. Qu'est-ce qui est fait en termes de conservation et de transformation de nos produits agricoles? Mais Surtout non, la conservation. le Bénin a fait une option fondamentale de transformer la quasi-totalité de nos matières premières ici, localement. Premièrement, pour créer de la valeur ajoutée. Deuxièmement, pour créer des emplois à nos enfants. C'est là où on a des espaces viabilisés, sécurisés, qui sont des aires qui accueillent les opérateurs économiques pour mettre en place des infrastructures de transformation. Le plus grand, le plus criard, c'est Golo Jigbe, que tout le monde connaît. Fort de ça, une politique nationale, une prise de conscience des citoyens devrait nous amener à alimenter ces unités de production en matière première. Mais, comme les gens savent que c'est une opportunité d'indépendance du Bénin, il faut mettre à genoux ces industries-là et l'économie du pays en essayant de tripler, de quintupler le prix et de siphonner le produit du pays pour que les gens mettent la clé sous le paillasson. C'est à ce niveau qu'il y a un besoin de prise de conscience des acteurs pour dire « je dois développer l'économie de mon pays ». Il n'y a pas longtemps, le soja n'a jamais coûté 300 francs, 400 francs le kilo. Mais aujourd'hui, on l'a vendu aussi cher que ça. Ceux qui font cette politique pour siphonner notre production savent que quand les gens auraient mis la clé sous le paillasson, au bout de 2 ans, ils vont revenir et dire non, le marché n'est pas bon, je ne peux acheter qu'à 100 francs, 150 francs et vous ne pourrez rien parce que vous n'avez pas le répondant ici. Vous m'avez posé tout à l'heure une question sur laquelle je reviens pour dire ce n'est pas contingenter les gens, forcer pour que la production reste au pays qui va faire que les prix vont baisser. Les prix vont davantage baisser lorsque le producteur qui, sur une unité de surface, sortait 4 tonnes, si sur la même unité de surface, il sort 8 tonnes, 9 tonnes, il n'y a rien à faire, même si le prix baisse, il gagne en volume. Donc, nous devons travailler sur une meilleure productivité et des rendements beaucoup plus élevés. Au Ghana, des centaines de manifestants se sont réunis ce jeudi dans la capitale Accra pour protester contre l'orpaillage illégal et la détention de 53 activistes. Issus du groupe Démocratie Hub, ces derniers ont été arrêtés lors d'une manifestation anti-Galamsey la semaine dernière. Ce rassemblement marque la première des 3 journées de manifestation prévues par les organisateurs. Leur objectif est de marcher tous les jours jusqu'au 5 octobre, vêtus de rouge et de noir, pour mettre en lumière les méfaits de l'exploitation minière illégale qui détruit l'environnement. Leur combat continuera bien après cette date. Ce jeudi, l'ambiance était calme et le cortège était entouré de centaines de policiers. Les militants espèrent également attirer l'attention sur l'arrestation de leurs camarades qu'ils qualifient d'injuste. Certains syndicats et partis politiques comme le Congrès démocratique national ont joint leur voix à celle des manifestants. Un soutien de poids, surtout à 2 mois à peine avant l'élection présidentielle du 7 décembre. Au moins 50 personnes ont perdu la vie dans le naufrage d'un bateau sur le lac Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le bateau surchargé transportait des dizaines de passagers de Minova, dans la province du Sud Kivu, à Goma, dans la province du Nord Kivu. Il a coulé en tentant d'accoster à quelques mètres du port de Kituku, selon des témoins. Je suis venu voir mon mari qui était parti en voyage. Il m'avait dit qu'il allait revenir aujourd'hui, mais je suis arrivé et on m'a dit que le bateau dans lequel il se trouvait avait chaviré.
Les autorités congolaises ont souvent mis en garde contre la surcharge et promis de punir ceux qui ne respectent pas les mesures de sécurité pour le transport par voie d'eau. Mais dans les régions reculées d'où viennent la plupart des passagers, beaucoup n'ont pas les moyens de payer les transports publics pour les quelques routes disponibles. Le bateau s'est renversé. Certains se sont jetés à l'eau, ils ont commencé à nager et d'autres sont restés coincés dans le bateau. Je ne me souviens pas comment j'ai été sauvé parce que j'avais déjà perdu connaissance. Il s'agit du dernier accident de bateau mortel en date en RDC où la surpopulation des bateaux est souvent en cause. Les passagers sauvés ont été transportés à l'hôpital de Kieshero. L'hôpital est tellement débordé. Tu vois par exemple le service est débordé, submergé par de survivants. Et j'ai comme l'impression même que la morgue ne sera pas capable de recevoir tous les morts. En juin, un bateau surchargé a coulé près de la capitale Kinshasa et 80 passagers ont perdu la vie. Et en avril 2023, 6 personnes ont été tuées et 64 ont disparu sur le lac Kivu. Les ministres de l'Intérieur du G7 sont en Italie pour un sommet de 2 jours tournant autour des questions liées à la migration, la sécurité, la traite des êtres humains et le trafic de stupéfiants. Le forum qui rassemble l'Italie, le Canada, la France, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis intervient dans un contexte international tendu, marqué par une crise migratoire, des guerres et des conflits en Ukraine et l'engrenage de la violence au Proche et Moyen-Orient. Des représentants de la Libye, de la Tunisie et de l'Algérie sont attendus le 2e jour du sommet ce vendredi. Alors que l'escalade des hostilités entre les forces israéliennes et le Hezbollah prend de l'ampleur, la Ligue arabe a condamné jeudi ce qu'elle a décrit comme le scénario brutal d'Israël au Liban. L'organisation s'est réunie au Caire en Égypte pour discuter de la récente montée des hostilités au Liban et au Moyen-Orient. Hossam Zaki, secrétaire général adjoint de la Ligue des États arabes, a mis en garde contre le risque d'une guerre régionale provoquée par l'intensification de l'agression au Liban. La Ligue arabe et ses États membres ont mis en garde séparément depuis des mois contre les risques d'une guerre régionale. Et nous voici aujourd'hui proches de l'éruption d'une telle guerre en raison de l'arrogance et de l'imprudence des dirigeants de l'occupation israélienne qui insistent pour mettre le feu à la région et ne s'arrêtent pas aux crimes qu'ils ont commis et continuent de commettre à Gaza. Ils veulent reproduire le même scénario brutal au Liban en toute impunité, soutenu par l'incapacité du monde à dissuader leur comportement criminel de violer les règles juridiques, humanitaires et morales. Cette réunion d'urgence de la Ligue arabe était donc consacrée à la campagne israélienne au Liban et à son impact humanitaire. Le représentant permanent du Liban auprès de la Ligue arabe a déclaré que le dernier cycle d'hostilité avait entraîné le déplacement de plus d'1 200 000 personnes. Un bateau transportant plus de 300 passagers a accosté ce jeudi dans le port de Mersin, situé sur la côte méditerranéenne au sud de la Turquie, après avoir quitté la ville libanaise de Tripoli. Il s'agit du 3e navire à arriver dans les eaux turques en seulement quelques jours, avec à son bord des dizaines de personnes fuyant les intenses combats entre Israël et le Hezbollah. Selon l'agence de presse turque IA, les passagers pour la grande majorité des ressortissants étrangers sont censés poursuivre leur voyage vers leur pays d'origine. Plusieurs gouvernements étrangers ont exhorté leurs ressortissants encore présents au Liban à quitter immédiatement le pays en raison de l'aggravation des tensions. Outre la Turquie, des milliers de Syriens sont retournés chez eux depuis l'escalade de la violence. Selon l'ONU, leur chiffre, estimé à 100 000 en début de semaine, aurait doublé. Parmi eux, on compte au moins 20% de Libanais à la recherche d'abris sûrs. Le Royaume-Uni cède la souveraineté des îles Chagos à l'île Maurice. Le gouvernement britannique a annoncé jeudi qu'il acceptait de changer le statut des îles Chagos dans le cadre d'un accord qui garantit l'avenir d'une base militaire américano-britannique stratégiquement importante.
Les îles Chagos étant au cœur de ce que la Grande-Bretagne appelle le territoire britannique de l'océan Indien. Enfin, le Royaume-Uni a admis son erreur. Les Chagossiens se sont battus et ont lutté pendant longtemps. Sans le regretté Premier ministre Sir Andrew Jugnot, ancien président de l'île Maurice, qui a porté l'affaire devant les tribunaux, nous serions encore en train de nous battre tout seuls. Et ce qui m'attriste, c'est que la plupart de nos grands-parents et de nos familles ne sont pas là pour voir ce jour. Dans le cadre de l'accord, le Royaume-Uni conservera la souveraineté sur Diego Garcia, la plus grande base militaire de la chaîne des îles, qui fournit ce que les autorités américaines ont décrit comme une plateforme vitale pour les opérations de sécurité au Moyen-Orient, en Asie du Sud et en Afrique de l'Est. Je crois qu'en tant que communauté, le gouvernement mauricien rencontrera à un moment donné les Chagossiens et discutera de la manière dont nous pouvons aller de l'avant et comment il peut nous aider à nous réinstaller partout sur l'île. Et il sera en mesure de savoir quelle sera la meilleure option pour les Chagossiens. Environ 1500 habitants des îles Chagos ont été déplacés pour faire place à la base américaine. L'accord a été fortement soutenu par les partenaires internationaux, y compris les États-Unis. Le président Joe Biden s'est félicité de l'accord historique. La Russie envisage d'annuler les visas pour 9 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Des accords sur un régime sans visa sont actuellement en préparation selon le chef du département consulaire du ministère russe des Affaires étrangères. Alexei Klimov précise que ces documents prévoient l'entrée sans visa pour les courts séjours jusqu'à 90 jours uniquement. Il n'a toutefois pas donné de date de mise en place de ces nouvelles mesures car les négociations avec les partenaires sont à des stades d'avancement différents. Monsieur Klimov a promis d'informer sur les réalisations dans ce sens, concrétisées par des accords bilatéraux documentés. Auparavant, le ministère russe des Affaires étrangères avait déclaré que la Russie négociait la simplification des régimes de visa avec plusieurs pays africains, dont le Zimbabwe. Les Russes bénéficient déjà d'un régime d'exemption de visa en Angola, au Mozambique, au Malawi, à Sao Tomé et Principe, en Tunisie et au Maroc. L'éclipse solaire annulaire, surnommée le cercle de feu, a été visible ce mercredi à l'extrémité sud de l'Amérique du Sud. L'éclipse, où la Lune cache tout sauf un anneau lumineux du Soleil, a été observée en Patagonie, ainsi qu'au-dessus de l'île de Pâques et certaines parties de l'Argentine et du Chili. Ce phénomène rare est dû à la position de la Lune plus éloignée de la Terre, créant cet effet qui a émerveillé les spectateurs. C'est beaucoup d'émotions, énormément. Je ne sais même pas quoi vous dire, je n'ai pas les mots. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire, il faut le ressentir, il faut le voir. C'est une énorme émotion. Je remercie la vie d'être en vie. L'éclipse a également été partiellement visible dans d'autres pays comme le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et même Hawaï, où un croissant solaire était perceptible. Les éclipses se produisent entre 2 et 5 fois par an, mais celle-ci a été particulièrement spectaculaire. Les passionnés d'astronomie se souviendront longtemps de ce cercle de feu.